Bonjour Léonard Maton. Eh bien, bonjour Jérôme. Ici, c'est un peu particulier aujourd'hui comme interview, puisqu'on va parler essentiellement du théâtre immersif. On a beaucoup de nos auditeurs qui ne doivent pas savoir ce qu'est le théâtre immersif. Alors, est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est? Eh ben, le théâtre immersif tel que moi je le conçois, c'est un théâtre dans lequel on plonge les gens dans un univers. Donc, on n'a plus de séparation ou à minima entre la scène, la salle, le public, les interprètes, et où il se déploie un univers dans plusieurs espaces en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une déambulation linéaire où on passe d'un espace à l'autre. On est dans un endroit où il y a une salle, il se joue une scène. Deux acteurs ou actrices partent chacun d'un côté, et bien le membre du public, chaque membre du public est amené à faire le choix de partir d'un côté ou de l'autre pour voir une scène, et il ne verra pas l'autre scène. Si on choisit de partir voir Hamlet tandis qu'il rejoint sa mère, eh bien on ne verra pas Ophélie qui va rejoindre son père, et comme ça on crée des univers. Je cite Hamlet parce que ça a été le premier spectacle que j'ai fait en immersif sous le titre Helsingor, et Shakespeare écrit pour ça en quelque sorte. Il crée des univers, et il faut trouver des textes qui porte comme ça un univers complet pour pouvoir adapter en théâtre immersif tel que moi je l'entends. Après, on va dire que la définition de théâtre immersif est multiple, mais je crois, des retours que j'ai, que c'est vraiment ce dispositif-là qui mène chacune à faire des choix de narration, comme si tout le monde lisait en même temps le même livre dont vous êtes le héros, et à la fin permet que les gens se retrouvent et parlent vraiment de ce qu'ils ont vu et pas vu, surtout en se renseignant sur ce que les autres ont vu. On sépare évidemment les gens qui viennent en couple, entre amis, pour que chacun ait au départ ce rapport un peu particulier à l'œuvre de théâtre, et détermine est-ce que je préfère être à 50 cm des interprètes ou est-ce que je préfère être à 3,50 m. Voilà, ce sont des choses assez personnelles, le rapport à la théâtralité, et il y a des gens qui se découvrent aimer être très très proches, et qui peut-être, s'ils avaient démarré avec leur conjoint ou avec leurs amis, n'auraient pas osé se mettre à la distance personnelle. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est que chacune se découvre un rapport quasiment intime au théâtre, et ça permet de faire vivre des émotions que, d'après ce que les gens nous disent, ne sont vécues nulle part ailleurs. Mais un par l'un, ça doit être un cauchemar, la mise en scène. C'est pas un cauchemar, c'est beaucoup plus de travail. C'est vraiment plus de travail. D'abord, tout simplement parce que quand je monte 1h30 de Hamlet, en réalité, comme il y a 2, 3, parfois 4 scènes qui se jouent en même temps, et bien en fait, on répète 3h15 de texte. Donc là, avec la prochaine création, c'est un spectacle de 2h30. Je sais que je vais avoir 7 heures quasiment de texte à répéter. Donc voilà, c'est plus de travail d'écriture, de conception, d'aménagement et d'adaptation du texte pour que ça coïncide, pour que la durée des scènes fasse à peu près la même que l'autre qui se joue en même temps, et où un acteur ou une actrice quittant la première scène doit être accueilli par un « le voilà qui vient » ou « la voilà qui vient », et il faut que la personne arrive à ce moment-là précisément. Donc oui, c'est une mécanique qu'il faut bien huiler. Les répétitions servent à ça, le savoir-faire aussi. Au bout d'un moment, je commence au bout de 4 spectacles maintenant à savoir un petit peu faire ça, et avoir un sens un petit peu de ça dès le travail en amont. Mais oui, ça rajoute beaucoup de travail. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de comédiens. Et du coup, effectivement, puisque le but c'est d'occuper au moins 3 espaces dans ce que je fais pour pouvoir avoir cette mécanique-là de séparation, de on part de quelque part et on peut aller dans 2 endroits, il en faut 3 forcément, minimum. Hamlet, c'était 7. Là, le prochain, Vertige, ce sera 5. Ficha, que je présentais à Avignon, c'est 3. C'est le plus petit, c'est la plus petite forme. Mais pour remplir 3 espaces, eh bien, j'ai 6 comédiens, comédiennes. J'ai presque envie de dire minimum. Vertige, elles sont 12 comédiennes. Hamlet, ils sont 10. Et Le Fléau, c'est 18 personnes. Donc là, c'est une très grande forme. Ouais. Et justement, en parlant de Vertige, tu peux nous en parler un peu de Vertige, de quoi ça parle? Vertige, c'est l'adaptation d'un roman américain du début du XXe qui s'appelle Manhattan Transfer de John Dos Passos, qui fait partie des 100 romans du siècle selon Le Monde. Voilà, je ne sais pas si c'est un des 100 romans du siècle, mais en tout cas, c'est un des romans qui m'a le plus marqué adolescent quand je l'ai lu, parce que c'est un roman
Euh, j'ai envie de dire à nul autre pareil, mais c'est un roman totalement impressionniste avec une centaine de personnages, une vingtaine de personnages principaux qui s'entrecroisent. Ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de voir. Je me sens très issu de la série télé, moi. Vraiment, mes goûts de narratif viennent vraiment de la série et de séries avec beaucoup de personnages comme Oz. Des séries HBO, beaucoup avaient ça. Game of Thrones, évidemment. J'étais déjà plus vieux, mais Oz, voilà, j'avais 15 ans quand c'est sorti, et j'étais fasciné par ces histoires où ça se passe dans une prison et il y a 30 personnages principaux. En plus, comme ça se passe dans une prison, dans tous les épisodes, il y en a 2 ou 3 qui meurent. Donc, il y a un renouvellement constant des personnages principaux. En découvrant toutes ces séries HBO, je me suis senti très connecté à ces histoires avec plein de personnages auxquels s'attacher. Et en lisant Manhattan Transfer de John Dos Passos, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Et tout de suite, je me suis demandé, mais à l'époque, bon, j'avais découvert le cinéma à 9 ans sur un tournage en tenant un rôle dans un film. À 15 ans, à nouveau. Bref, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment eu envie du cinéma d'abord, parce que c'est très visuel, cette écriture de John Dos Passos. Mais le fait qu'il y ait tellement d'histoires qui s'entrecroisent, en fait, rendait impossible la narration d'un flux continu du cinéma ou du théâtre. Mais quand j'ai commencé à faire du théâtre immersif, eh bien, je me suis dit, c'est là qu'il y a une transposition possible, concrète, de cet enchevêtrement d'histoire dans la Manhattan des années 1900 à 1920, donc en pleine révolution industrielle. Après, il a fallu trouver ce qui allait faire qu'en plongeant les spectateurs et spectatrices dans un monde où il y a des vieux téléphones, où il faut passer par des opératrices pour pouvoir joindre les gens, ou bien où le cinéma est un cinéma en noir et blanc muet, comment faire pour dire ça c'est une révolution industrielle et ça c'est moderne. Et en 2022, quand ChatGPT a été lancé, j'ai compris que c'était là que j'allais trouver mon point de transposition possible et pouvoir emmener les gens tout en racontant l'histoire vraiment réelle je continue ? Ok. Tout en racontant l'histoire réelle, presque historique de ce qu'est Manhattan dans ces années-là, eh bien, j'allais pouvoir emmener les gens face à une sorte d'ébahissement que vivent les personnages face à la révolution industrielle, en utilisant des intelligences artificielles pour tout faire de ce qui n'est pas fait par des êtres vivants. Ce qui est fait par des êtres vivants, c'est l'écriture d'abord du roman, c'est la traduction que j'ai faite sans utiliser d'intelligence artificielle exprès, c'est l'adaptation, c'est le travail avec des comédiennes, c'est le travail de chorégraphie, c'est le travail musical pour tout ce qui sera interprété en live. Et il y a tout un travail qui est fait avec des intelligences artificielles où on essaye avec mes collaborateurs de ne pas intervenir pour justement mettre en vis-à-vis les intelligences artificielles et le travail humain. Et donc ça, c'est la musique, ça, c'est l'écriture de monologues supplémentaires qui seront dits dans des téléphones par des clones vocaux, des clones des comédiennes, avec la voix des comédiennes. C'est quoi d'autre ? C'est la production d'images animées, de vidéos, qui viennent se mélanger à des images de films et des images documentaires d'archives du cinéma de ces années-là, muet. C'est aussi l'extension de photos d'archives, c'est l'extension d'articles. Enfin, il y a comme ça quelque chose de l'ordre de l'univers étendu, presque comme le jeu vidéo. Voilà, d'un univers qui s'étend, parce que c'est ce que peut permettre les intelligences artificielles. Et pour moi, plus je travaille dessus, plus je pense que c'est d'abord totalement inutile et ensuite absolument dangereux, parce que ça a un vrai pouvoir d'attraction, de fascination en tout cas. C'est ce qui est vécu aussi par les personnages du roman en 1900-1920 face au tramway qui arrive, l'électricité, le cinéma, pas la télévision, la téléphonie. Il y a vraiment cette fascination qu'exerce la révolution industrielle dans ces années-là et qui est totalement semblable à celle qu'on vit, je pense, aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Mais qui sont tout autant probablement destructrices d'emplois, mais sur un temps beaucoup plus long,
destructrice du lien social aussi, c'est ce qui est décrit dans le roman. Le sentiment comme ça d'être atomisé, le sentiment de devenir des poupées mécaniques, c'est quelque chose qui est beaucoup répété par certains des personnages, le sentiment d'être écrasé par cette ville. Alors New York est très emblématique de ça puisque l'architecture comme ça explose vers les nuages de verre et de béton et d'acier. On n'aura pas du verre, du béton et de l'acier dans la mise en scène. On est au contraire plutôt dans l'imaginaire, dans l'évocation, dans l'invocation de l'imaginaire. Il y aura une salle de cinéma, il y aura des téléphones disposés un peu partout dans la scénographie. Et les gens pourront se balader au fil des actrices, parce qu'il n'y aura que des actrices qui joueront les 20 rôles principaux, mais en fait les 100 rôles de l'adaptation, et qui changeront comme ça, en fait, passeront d'un rôle à l'autre, masculin, féminin, qu'importe. C'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai dit, prenons que des actrices, pour plusieurs raisons. Pour d'abord rétablir la balance. Après 2 Shakespeare, il fallait rétablir la balance. Et puis pour éviter que se surimpose une esthétique drag queen que j'ai utilisée dans un précédent spectacle, mais que là, je voulais pas utiliser, justement. Je trouve que c'était plus simple de faire changer de sexe les personnages c'était plus simple de faire que les interprètes changent de sexe en fonction de leur personnage si tout le monde était des femmes. Alors que s'il y avait des hommes, il aurait fallu que les hommes jouent des femmes et il se serait assez rapidement, je pense, surimposé une esthétique drag queen que pour ce spectacle-là, j'avais pas du tout envie d'utiliser. Et Vertige, on pourra le retrouver pendant le festival? Comment ça se passe? Alors Vertige, on fait une présentation professionnelle au Grenier à Sel les 8 et 9 juillet, le 8 à 20h et le 9 à 18h. Professionnel du coup. Donc, oui, c'est uniquement, c'est 25 minutes de bribes de travail. Le gros du travail commencera en octobre et on crée au Théâtre National de Chaillot en janvier. Et ensuite, on part en tournée en début d'année prochaine. Donc là, l'objectif, c'est de sentir un petit peu... voir un peu comment ça va être perçu, etc. Trouver des partenaires supplémentaires qui nous accompagnent, qui ont envie de défendre plusieurs choses. D'abord, la réflexion technocritique, parce que je pense qu'il ne faut pas se dire « ça ne nous concerne pas ». Ça nous concerne et ça va nous concerner de plus en plus. Ça concerne les acteurs, les actrices, ça concerne évidemment les graphistes, ça concerne... les doubleurs, le doublage, absolument. On a un mouvement qui est là-dessus justement. Pour un autre spectacle là, que j'ai à Avignon, au Petit Chien, Elia, généalogie d'un faussaire, sur les 3 acteurs et actrices, il y en a 2 qui font beaucoup de doublage. Et les 2 savent que leur métier est à 80% foutu, voire 90, voire 95. Alors, on va pas dévier de l'interview, mais c'est vrai que c'est important de souligner quand même que la France est reconnue pour la qualité de ses doublages en plus. Absolument. Et là, pour travailler avec 2 comédiens, comédiennes qui en font beaucoup, je sais pourquoi. C'est qu'il y a des gens de grande qualité qui font ça et avec beaucoup d'inventivité. Mais oui, c'est malheureusement un métier qui va en pâtir. Là, lors des répétitions de Vertige, la première semaine de répétition, on a fait entendre aux comédiennes comment leur voix pouvait être sur 3 phrases clonées et qu'on pouvait leur faire dire n'importe quoi. Et il y en a plus. C'est vrai 2 qui se sont effondrés en larmes parce qu'ayant espéré que cette carrière s'ouvrait à elle, et puis d'un seul coup, voyant se refermer radicalement le champ des possibles. Et c'est désolant, bien sûr. Et ce n'est pas en se voilant la face et en disant ça n'existe pas que ça fera avancer les choses. Je pense que c'est en sachant précisément ce que c'est, et on se fait accompagner par une avocate spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle pour aussi qu'elle enseigne aux comédiennes ce qu'il est possible de faire, parce qu'on défriche beaucoup. Et il faut, c'est vrai que là on arrive sur un terrain un peu transversal à Avignon et moi, puisqu'on a l'Académie du numérique, et c'est un sujet que nous aussi on traite à l'année. On accompagne. Il est aussi important de préciser pour les comédiens et comédiennes qui nous regardent que de bien lire les contrats lorsqu'ils vont faire du doublage. Parce que actuellement, je pense que tu en as sûrement entendu parler, des personnes, ils les font venir pour doubler et leur font signer un contrat qui dit qu'après ils peuvent utiliser leur voix, ce fameux doublage, pour continuer sans eux et avec l'intelligence artificielle.
Et ça, c'est des choses qui sont terribles. Il faut toujours bien lire les contrats. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Je pense qu'il faut vraiment se syndiquer. Parce que il n'y a, je pense, que les syndicats aujourd'hui qui peuvent non seulement permettre la réunion des forces, mais aussi permettre d'organiser la lutte, parce qu'il va y avoir une lutte âpre. Et je le vois, moi, en traitant de la révolution industrielle, le nombre de luttes entre 1900 et 1925 aux États-Unis, à New York, est incalculable. Il y a des manifestations tout le temps, des grèves de conducteurs de tramway sans cesse. J'en ai même fait une grande partie centrale de l'adaptation, parce que voilà, il y avait une culture de la lutte. On savait comment on passait de la contestation, la grève, la manifestation, l'occupation des espaces de travail, la destruction des machines. Et ça a commencé lors de la toute première révolution industrielle, au début du 19e siècle pour le coup, un siècle avant, quand les premières machines à tisser, le métier à tisser sont arrivées, et que les Luddites en Angleterre ont commencé à jeter des briques dedans. Parce que il faut accompagner ce qui va sans doute advenir, mais il faut absolument l'accompagner. Et pour être accompagné, il faut lutter. Et pour terminer, un dernier mot peut-être sur Ficha aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, Ficha, autre lutte très importante, le cyberharcèlement en milieu scolaire. Ficha, c'est un projet qu'on a conçu en partenariat avec le festival Les Contemporaines, qui est un festival lyonnais, qui nous a proposé de travailler avec Sarah Hassenforder, qui est une jeune autrice de 25 ans, toulousaine, et qui est soutenue par Théâtre Ouvert, et qui a un immense talent pour écrire la jeunesse, pour donner les mots de la jeunesse. Et elle a travaillé sur ce sujet du cyberharcèlement en milieu scolaire parce qu'elle avait vu un de mes spectacles, Fléau, mesure pour mesure, et elle avait trouvé qu'il y avait quelque chose de magique dans le fait de pouvoir écrire que quand un personnage sort de scène, il ne va pas en coulisses, il va ailleurs et il continue à jouer autre chose. Voilà, ce que le théâtre immersif offre, le spectacle vivant immersif, je préfère l'appeler comme ça. Voilà, ce que ça offre, ça permet pour un auteur, une autrice, et en l'occurrence Sarah, ça a vraiment permis ça. C'est un déploiement de son imaginaire où on est dans le réfectoire, puis on va dans la salle de musique, tandis que certaines restent dans le réfectoire, puis ensuite ils se rejoignent, puis ensuite certaines vont ailleurs, puis voilà, on déploie un petit peu comme des livres pop-up de plus en plus l'histoire, davantage qu'il sort de scène et puis on ne sait pas ce qui se passe. Et là, avec le théâtre immersif, on peut découvrir ce qui se passe. Donc on peut suivre le jeune camarade masculiniste qui va en plus avec les téléphones portables, ça permet d'ouvrir vers d'autres histoires, qui va écrire des messages sur des groupes, sur des réseaux. On peut suivre la militante plutôt féministe, même si les personnages n'ont que 16 ans, 17 ans au plus. Voilà, c'est un projet qu'on a développé pour un festival et on s'est dit on a un sujet trop important. On a un sujet qui concerne n'importe quel parent, qui concerne n'importe qui connaît des parents, qui concerne n'importe quel enfant à l'adolescence et peut-être que certains passent à travers et je le souhaite au maximum, mais il faut surtout en parler. Et c'est l'occasion, on l'a vu, on l'a créé dans sa forme complète de 50 minutes à Nevers au début du mois d'avril et on avait 5 classes comme ça qui sont venues. Et on a vu à quel point les élèves, ensuite, puis on a eu des retours écrits aussi, mais à quel point les élèves étaient heureux de pouvoir d'abord être si proches des interprètes, de voir ce métier, mais de se sentir tellement impliqués dans leur propre histoire. Alors on le joue dans un théâtre à ce moment-là. Là, on va le jouer à Avignon, à la Factory Vernet, c'est un collège, et on va être dans ce cadre d'un lycée. Ça va être très intéressant aussi de voir comment ça résonne. Pour le coup, à Avignon, il risque d'y avoir plus d'adultes que d'adolescents. Mais on l'avait vu lors de la création de la première version à Lyon, les adultes se sentent très vite concernés s'ils connaissent des adolescents, parce que je pense que ça fait aussi peur à tout le monde. On se rend bien compte que ce qui pouvait, il y a 20 ou 30 ans, n'être qu'un conflit entre élèves ne débordait pas les murs. Mais aujourd'hui, ça déborde avec les réseaux, les murs, et il n'y a plus d'échappatoire. On est catalogué dans la ville de ça ou de la pute.
et même au-delà de la ville, dans le pays tout entier. Il y a des gens qui déménagent à cause de ça. Donc voilà, il y avait l'envie vraiment de défendre un projet qui soit hyper contemporain, qui traite d'un problème de société. Et on est très heureux de le faire avec cette autrice. Donc ça sera joué à la Factory. À la Factory, les 11, 12, 13 et 14 juillet, le 11 à 17h30, le 12 à 11h et 17h30, le 13 à 11h et 17h30 et le 14 à 11h. Eh ben merci bien. Merci Jérôme.